De plus en plus souvent, à Béziers comme ailleurs, les gendarmes doivent gérer des conflits de couple. Ils les appellent les VIF, violences intrafamiliales. Le PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, qui patrouille la nuit, est en première ligne. Et notamment Grégory, ce maréchal des logis-chefs de 39 ans. 15h, c'est Rémi qui le prend ce soir. Grégory et ses collègues ne le savent pas encore. Mais cette nuit-là, ils vont devoir gérer l'un de ces drames familiaux. L'alerte tombe à la radio, une femme qui appelle à l'aide. Elle vient d'entendre une violente dispute. Il est capable de me dire s'il s'agit d'un appel à l'aide ou quoi que ce soit. En tout cas, c'était des hurlements. Il me dit des hurlements. Ça se situe à environ 300 mètres de chez lui, d'après ce qu'il m'a dit. Ouais, de Psy Béziers, communication interceptée, on se transporte. C'est la voisine qui a alerté la gendarmerie pour signaler qu'elle entendait des cris d'enfants et d'une autre dame à son domicile, donc elle s'inquiète. On va se transporter, voir si c'est pas des violences intrafamiliales. Sur la circonscription, ouais, on intervient beaucoup pour des vifs. C'est un sujet sensible. Ça peut vite dégénérer. En plus, on nous a parlé d'un enfant, donc c'est encore plus sensible. Souvent, il y a de l'alcool qui est au milieu, donc on doit prendre les mesures nécessaires pour travailler en sécurité. Pas une seconde à perdre. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. Un phénomène dramatique qui a fait 6 morts l'an dernier, rien que dans l'Hérault. Grégory et ses collègues arrivent dans un petit village. C'est là, non ? Et immédiatement, des cris résonnent dans le quartier. Dans cette maison, il tombe sur un couple qui se déchire devant ses 2 enfants. Sors. Sors, madame. Madame, c'est la gendarmerie. Non, n'aie pas peur, ma puce, n'aie pas peur. Venez. Sortez, non, mais sortez, je suis. Donc venez, on va se calmer, calmez-vous. Non, mais c'est bon. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rien fait. Venez, restez là. Chez moi. Non, mais Chez moi. Prends-la. Non. Y a pas Sors, restez là. Attendez, restez là. Restez là pour le moment, restez là. Je suis chez moi. Oui, mais vous restez là pour le moment. La femme a le visage en sang. Grégory soupçonne son compagnon de l'avoir frappé. Il l'éloigne et tente de faire parler la victime. Monsieur, vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur? Juste une pièce. Vous allez la chercher? Allez-y. Il me rentre, je m'en vais. Non, mais on va discuter. On va discuter. On n'est pas là contre vous, madame. C'est bon. On n'est pas là contre vous, d'accord? Qui c'est qui vous a fait ça? Tu veux pas de problème? Non, madame, non. On constate que vous êtes Vous êtes pleine de sang. Elle refuse d'expliquer ce qu'il s'est passé. Alors Grégory interroge l'homme à son tour pour savoir s'il s'est montré violent. Qui c'est qui a mis ce coup là? Vous l'avez mis un coup? Pas de coup, mais il fiche de Pourquoi l'ensemble? Non, mais vous l'avez fait quoi? J'ai rien fait, moi. Vous êtes ensemble là? Ouais, on est ensemble depuis 10 ans. C'est chez qui là? Chez moi. C'est moi, j'ai fait la maison, j'ai un portement derrière. D'accord. Mais dès qu'elle boit 3 verres, elle me traite de fiche de pute, et c'est plus la même femme. Voilà. Non, mais là, il y a un souci, monsieur. Si vous voulez porter des coups, vous n'avez pas le droit de porter des Là, je prends pas de coups, moi. L'homme accepte de suivre Grégory pour vérifier son identité. En revanche, la femme, très alcoolisée, devient incontrôlable et refuse de parler aux gendarmes. Mais y a rien. Ça va aller. Mais vous avez le visage en sang. Mais c'est bon, mais ça va. Mais j'ai une bonne santé là. Mais ça va, je suis morte. Moi, je donnerai pas mon nom. Je donnerai rien. Je ne donnerai rien. Ma copine elle va me chercher. Je sais pas, alors la loi là, elle va venir me chercher. Grégory revient sur place pour la raisonner. Et il va être touché par un échange particulièrement bouleversant. L'un de ses enfants tente de la calmer et elle s'en prend à lui. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Vous avez pris des coups ou pas? Je veux savoir. J'étais victime. Mais ferme-la. Non, s'il te plaît, donc. Ils veulent t'aider. Non, mais toi, ta gueule. Non, mais non, mon fils, c'est mon fils. Les gendarmes tentent de consoler le petit garçon et Grégory de calmer les esprits. C'est pas digne d'une mère. Ah ouais? Et faites peur à vos enfants. C'est qui l'a fait? C'est moi, non? Il sort de ma cogne, non? Il sort pas de la tienne, de cogne. T'en as pas, donc voilà. Merci. On peut parler 2 minutes? Des voisins ont entendu les enfants crier et une femme crier, d'accord? On s'inquiète, on vient prendre de vos nouvelles, d'accord? Voir comment ça va. On crie pas. Mais moi, je suis pas là pour me disputer. Voilà, ben impeccable. Je préfère qu'on parle comme ça. Ok? Ça va les enfants? Merci. Bravo. Heureusement que vous étiez là. Heureusement que vous étiez là. Progressivement, la femme se calme et les gendarmes proposent au couple une solution pour éviter un drame cette nuit. Chacun va dormir à droite, à gauche pour les éloigner pour ce soir, pendant que la situation se calme. Et que les enfants soient en sécurité. Donc la femme va dormir là avec ses enfants et lui va se faire accompagner à Béziers par son père. Ah, c'est compliqué, on assiste à ça de plus en plus souvent. Hein. Malheureusement, les enfants sont au milieu, c'est compliqué. Donc, faire la part des choses, il faut prendre parti pour personne parce que des fois, on ne sait pas qui est l'auteur, qui est la victime.
Surtout les enfants, on se mettra à la place des enfants, c'est compliqué. C'est vrai qu'en étant père de famille, des fois les situations sont très complexes. Mais bon. Lui-même papa, Grégory est touché par cette situation. Des enfants qui semblent plus responsables que leurs parents. Tiens, maman. Non, mais ça va aller. Ouais, les enfants, déjà, on le voit, la maturité qu'ils ont pour leur âge. 5 ans, petite fille qui s'occupe de sa mère, qui va chercher un mouchoir. Normalement, ça devrait être l'inverse. Hein. Donc déjà, on voit ça, on a tout compris. Hein. Et l'environnement dans lequel ils vivent, malheureusement, c'est compliqué. Ça nous touche, c'est sûr. Des interventions de plus en plus fréquentes pour les gendarmes, presque autant qu'un autre grand fléau, les cambriolages et les vols en tout genre. Ici, autour de Béziers, comme partout en France, il y a une période de l'année pendant laquelle les vols explosent dans les magasins. Le mois de décembre, juste avant Noël. Pour faire leurs cadeaux à moindre frais, certains oublient tout simplement de passer à la caisse. À la brigade de Valras, Jean-Louis, ce maréchal des logis de 48 ans, le sait mieux que personne, après 24 années de carrière dans la gendarmerie. Quand on aura le rapport, je convoquerai le monsieur pour appeler le parquet, parce qu'il faut appeler la permanence. Hein. Eh bien, merci. Après avoir fait le point sur les affaires en cours, il part en patrouille. Et presque aussitôt, il reçoit cet appel. Oui, j'écoute. Oui. Bon, d'accord, on y va. Dans un supermarché des environs, des vigiles viennent de coincer un voleur, la main dans le sac. On part sur une personne qui aurait dérobé 2 manettes de Xbox au magasin Carrefour. On va voir s'il reconnaîtra les faits. C'est les agents de sécurité qui nous appellent et qui demandent notre intervention. Des manettes d'une console très appréciée des amateurs de jeux vidéo. Un butin qui pourrait bien ressembler à un cadeau de Noël. À partir de Noël, oui, pour la période de Noël, on en aura de plus en plus, oui. Ces vols à l'étalage mobilisent régulièrement les gendarmes. 3 commerçants sur 4 assurent en avoir déjà subi. Et les grandes surfaces, particulièrement attrayantes, n'échappent pas à la règle. Et bonjour. Ça va? Ouais, bon. Ça va? C'est pour monsieur. Bonjour monsieur. Ah mais il n'y a pas que des manettes. Ça et ça. Les manettes, ils les avaient sur le mur. Et ça a été retrouvé comme ça en fait. Voilà donc le fameux butin. 2 manettes qu'il dissimulait sur lui, ainsi qu'une pince, car il a été repéré alors qu'il tentait d'ouvrir des boîtes de téléphone portables pour les dérober. Ça, c'était Pour les téléphones? Ouais, parce qu'ils étaient sous boîte. En fait, je vous explique, moi j'ai fait aller contrôler les cabines d'essayage Ouais. et on l'a dérangé sur les téléphones. Donc il a reposé les téléphones. Je suis allé le voir, j'ai dit la prochaine fois le téléphone, enfin je lui ai montré qu'on avait vu le cinéma. Sauf qu'entre temps on a retrouvé ça. Vous l'avez retrouvé où? C'est la caissière en fait, il a trouvé les emballages juste au niveau des caisses. Et après il a récupéré les objets et il est parti. Et quand on a retrouvé ça, on a compris que c'était lui de suite. Le jeune homme a bien failli réussir son coup. Il est parvenu à sortir du magasin. Et toi tu le restes à quel moment? Dehors. À l'extérieur? Ouais. T'as de chance, hein? Ouais. Vous étiez seul? Vous n'étiez pas accompagné? Non. Ok. Juste vérifie les caméras. Comme ça, nous, on est sur un là-dessus. Et si j'ai besoin, je te fais une requise. Ok. D'accord? Le jeune homme doit maintenant rembourser les articles volés. Les emballages étant ouverts, ils sont invendables. Donc en fait, les téléphones, ça a été récupéré, mais là, le préjudice, il est de 138,91 €. Vous avez la somme sur vous pour payer la totalité, non? Alors, vous voulez faire comment, là? Bah, là, je peux pas régler dessus. Je pourrais régler, mais là, je peux pas régler dessus. Mais dans l'idéal, c'était quoi l'idéal? C'est que vous preniez ça et que vous régliez et que vous passiez en caisse comme tout le monde. Il n'a pas les moyens de payer. Et problème, le directeur du magasin, fatigué par ses vols à répétition, ne compte pas en rester là. Vous allez déplacer quelqu'un ou c'est vous qui vous déplacez pour déposer plainte? Moi. Vous allez venir? Vous voulez que je vienne dans 10 minutes? Ok, il n'y a pas de souci. Tendez les bras. On vous place pas en garde à vue, mais vous allez monter dans notre véhicule, d'accord? En chemin, Jean-Louis tente de faire entendre raison au jeune homme. Il peut encore régler la situation à l'amiable. Si vous vous engagez à rembourser la somme due, ça peut s'arranger très vite. Allez-y, je vous laisse vous mettre la ceinture de sécurité. Dans la voiture, le voleur maladroit finit par se livrer. Selon lui, s'il a dérobé ses objets, ça n'a rien à voir avec Noël. Et pourquoi vous avez commis ce geste? J'ai besoin d'argent, un coup de tête, et voilà. Je sais pas. J'étais possédé, je sais pas. Mais c'est possédé? Ah, ça marche pas ça quand même. Hein. Oui, non, mais voilà, j'avais besoin de liquide voilà, pour rembourser. Rembourser quoi? Au registre. Vous avez des dettes par rapport à quoi? À des consos perso? Oui. Des stupéfiants? Alors, c'est quoi comme conso?
cigarette. Il a récupéré les cigarettes en Espagne et je lui ai mis Ouais, j'ai fait une connerie. Voilà. Tout ça pour payer ses cartouches de cigarettes. Le jeune homme ne pourra finalement pas rembourser les objets dérobés. Il sera poursuivi pour vol et tentative de vol. Mais ce soir-là, les gendarmes du peloton autoroutier de Poussan vont tomber sur un vol beaucoup plus grave. La nuit commence pourtant comme souvent par des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants sur les routes du département. Ouvrez grand la bouche, allez-y, rapprochez-moi un petit peu s'il vous plaît. Je vais vous demander de saliver, s'il vous plaît. Vous salivez, je vais passer ça à l'intérieur de vos joues et sur votre langue, d'accord? Parmi eux, Jean-Claude, 42 ans, dont 20 dans la gendarmerie. Entre ses mains, un test salivaire positif. Donc là, monsieur, le résultat du test, vous êtes positif au cannabis. On va procéder à une rétention du permis de conduire. Un conducteur qui a pris des risques inconsidérés. Mais cette nuit-là, c'est bien une affaire de vol qui va mobiliser Jean-Claude et ses collègues. Tout commence par cet appel radio. Je peux te transporter à la station Total sur un véhicule BMW et un des passagers tentait d'arnaquer une dame qui avait un sac de luxe. C'est bien pris, on s'y transporte. Des automobilistes ont repéré plusieurs individus louches sur une aire d'autoroute. Ils les soupçonnent de traîner autour des véhicules pour commettre des vols. On a appelé sur un véhicule suspect, sur une aire de repos, avec une personne qui rôderait autour de véhicules. Donc on va s'y transporter. Les aires d'autoroute sont des cibles de choix pour ces voleurs à la tire. Pendant que les automobilistes font une pause ou prennent leur repas, ils dévalisent leur véhicule. Et les repérer est loin d'être facile, alors Jean-Claude et ses collègues ont une stratégie. Là, on va remonter un petit peu les airs. Il y a le collègue qui va passer en premier. Et nous, on essaie de passer 5 minutes derrière au cas où les mecs soient sur l'air. Et puis, qu'ils les voient, qu'ils se planquent, et nous, on repasse derrière si jamais. Vous essayez de les prendre un peu par surprise? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, c'est mieux, c'est quand on travaille avec le véhicule bananisé, quoi. C'est un peu plus discret. Après, c'est pas évident parce que, bon, la nuit, dès qu'ils voient un feu, tout de suite, c'est. Ils se méfient, ils font attention, ils se planquent. C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Regarde, il y a un facteur de chance aussi pour tomber dessus aussi. Cette nuit-là, Jean-Claude et ses collègues arpentent l'aire d'autoroute, attentifs aux moindres détails. Entre les camions, des fois. Ils vérifient les moindres recoins et interrogent chaque usager de la route qu'ils croisent, comme ce chauffeur de poids lourd. Bonjour, chauffeur? Vu du monde ou pas? Parlez français un peu ou pas? Have you seen some people? No? Aucune trace des suspects, Jean-Claude se dit qu'ils sont déjà loin. Mais au même moment, il reçoit un appel de l'autre voiture en patrouille. Il y a Poussan 1 sur écoute. Non, on y est dans 5 petites minutes. Leurs collègues ont repéré un véhicule blanc qui roulait à vive allure. En les apercevant, il a freiné et a pris la sortie vers une aire de repos. On rentre sur la DMS là. Une nouvelle fois, Jean-Claude et son collègue passent cette aire d'autoroute au peigne fin. Ils inspectent chaque véhicule, un par un. Allez, Fred, ça va faire un beau temps. Aucune trace de vol, rien à signaler. Mais avant de partir juste derrière eux, ils repèrent ce véhicule blanc qui correspond à la description. Le mec, il est au chiotte. Les plaques d'immatriculation intriguent Jean-Claude et ses collègues qui arrivent sur place. C'est pas la même plaque sur l'assurance. Ouais, elle a été percée plusieurs fois. Et ça a été rifté, dérifté, re-rifté. 2, 3, 4. Il est arrivé, il y a deux paires de vis, il y a des trous dans les plaques. Et la plaque ne correspond pas avec le numéro de l'assurance. Des plaques qui semblent fausses, les gendarmes consultent leurs fichiers. Et là, surprise. Je vais voir si on peut trouver un numéro de série. Parce que l'immatriculation qui est sur la vignette d'assurance, c'est un véhicule volé. D'accord. Un véhicule déclaré volé. Les gendarmes inspectent alors les numéros de série, notamment celui du pare-brise. Ah, j'ai qu'un morceau là. Ah putain, ouais, non, tu vois, le truc il a été sauté, le truc en dessous. Tu vois rien. Ça a bougé là. Ouais, impossible de regarder. La plaque est sautée. Au même moment, un jeune homme d'une vingtaine d'années sort des toilettes. Il se retrouve face à 4 gendarmes bien décidés à lui demander des comptes. Bonjour monsieur. Bonsoir. C'est votre véhicule? Pas moi, on l'a prêté. C'est qui vous l'a prêté? C'est un collègue qui me l'a trouvé. Un collègue qui vous l'a trouvé? Ouais. D'accord. Ouais. Vous avez les papiers du véhicule, s'il vous plaît?
sais pas s'ils sont dedans, moi, je sais pas. Vous êtes connu de la justice, monsieur? Non. Pas du tout. J'ai eu une histoire comme ça de trucs d'embrouille, de bagarre ou je sais pas quoi, mais ça, j'ai jamais rien eu de fou. Hein. L'origine du véhicule est plutôt floue, pas de carte grise, et ce n'est pas tout. Vous avez votre permis, quelque chose comme ça, vous? J'ai pas même pas pris sur moi. C'est chez moi un C'est extra. l'identité, quelque chose comme ça? Même ça, c'est chez moi un extra. Les gendarmes veulent vérifier le numéro de série du moteur, et à partir de maintenant, ils vont garder le jeune homme à l'œil. Ouais. C'est un collègue qui vous l'a prêté? Vous venez d'où là? Je viens de Lyon. D'où? De Lyon. De Lyon? Et là vous allez chez qui là? Et chez copine, dans le sud, Mais où dans le sud? à Perpignan. Perpignan? Et il vous l'a prêté quand la bagnole? À Lyon, vous l'a prêté? Ouais, voilà. Jean-Claude a du mal à croire à son histoire. Et d'ailleurs, un coup de fil à la brigade va confirmer son impression. Allez, ciao. Bon, monsieur, c'est pas compliqué. Le véhicule, il est volé. Merci. D'accord. Merci. Voilà. Sérieux, là? Bah, si, je suis sérieux. La voiture, elle est faussement immatriculée, là. Oui, je l'ai loué, moi. Ah, vous l'avez loué maintenant? Ah, mais je l'ai loué, Bah alors, vous avez dit, j'ai donné un billet à quelqu'un comme ça. on vous l'a, c'est votre collègue tout à l'heure qui vous l'a prêté. La voiture, elle est faussement immatriculée, elle est volée. Donc, vous êtes en possession d'un véhicule qui est volé. Moi, je suis content. Derrière ce matin. Pour recel de véhicules volés, le jeune homme est déjà passible de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Et les gendarmes vont faire une autre découverte. Vous devez vous faire un prélèvement sanitaire. On peut ouvrir la bouche. Fais-le bien saliver. Hein. Jean-Claude va rester sans voix devant le résultat de ce test pour détecter les stupéfiants. Ouais, c'est positif. Ouais, t'as THC, coke et en fait. Ah ouais? Déjà, il y a le THC, cannabis, vous avez fumé ou pas? Je fume du CBD, après, Voilà, après de l'amphétamine. Amphétamine. c'est pas ça, en fait. Amphétamine. Et il y avait cocaïne aussi. Cocaïne, amphétamine et THC. THC, c'est le cannabis. Ouais, ça encore, ouais. Ça le reste, non. Après, ça, c'est quand je fais des soirées, non, je bois des Le véhicule volé part pour la fourrière. Le jeune homme, lui, est conduit à la gendarmerie. A-t-il lui-même volé cette voiture? En tout cas, pour lui, les ennuis commencent. Ah, le monsieur, déjà, il est passé en garde à vue pour recel de véhicules volés. Il risque aussi une suspension du permis de conduire. Car la personne, au moment du contrôle, avait consommé des produits stupéfiants. Le test s'est révélé positif. Donc, on attend les résultats du laboratoire. Et en fonction des résultats, il risque une suspension de son permis de conduire. Des vols sur les autoroutes, des véhicules maquillés. Mais sur le réseau routier, les gendarmes doivent aussi lutter contre un autre phénomène qui fait de terribles dégâts. Selon Santé publique France, l'Occitanie est la région dans laquelle on consomme le plus d'alcool. De quoi causer des accidents, des bagarres ou des coups de folie. De quoi aussi sérieusement compliquer certaines interventions. Encore une fois, les hommes du PSIG le savent mieux que personne, comme Patrick, ce major de 52 ans. Bon, allez, on y va. Nous sommes pourtant un mardi soir en pleine semaine. A priori, la nuit devrait être plus calme qu'un vendredi ou un samedi soir. Pourtant, un peu avant 21h, Patrick reçoit cet appel. Personne alcoolisée sur la chaussée compte conduire requérant à tenter de l'empêcher. Ouais. A dégradé son véhicule à tentant de conduire. Très bien alors, on y va. Dans un village des environs, un homme tente d'empêcher un automobiliste totalement ivre de prendre le volant. A priori, ouais, ils sont un peu chamaillés, alors je sais pas dans quelle mesure. Du coup, elle a déjà dégradé sa voiture en essayant de conduire. Apparemment, il sortirait du bar, alcoolisé. Sur place, Patrick et ses collègues tombent sur le conducteur, ivre, toujours au volant. Le début d'une intervention haute en couleur. Monsieur, bonsoir, c'est la gendarmerie, voilà, vous n'avez pas besoin de les appeler. Coupez le contact. Le voisin qui a prévenu les gendarmes raconte qu'il a dû se garer devant le conducteur ivre pour l'empêcher de partir. Mais celui-ci a embouti sa voiture. J'étais cool. J'ai entendu une heure, c'est dur. Ouais. Et quand ça commence à remonter sur la voiture, c'est beaucoup. Que vous avez consommé de l'alcool? Absolument, oui. D'accord. Et donc vous comptez prendre votre véhicule? Ça dépendra de vous, oui, peut-être. Ouais. Patrick et ses collègues doivent à tout prix éviter qu'il ne redémarre son véhicule, mais l'homme refuse de coopérer. Attendez, mais c'est quoi? Moi, j'ai rien fait.
Je suis là, monsieur, je suis là. Oui, je vois que vous êtes là. Moi, je vous demande votre pièce d'identité. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Vous savez où c'est ou pas? Je sais pas, monsieur, je peux pas avoir de long. Bon, d'accord, ok. Vas-y, sortez du véhicule, monsieur, si vous y arrivez. Vous n'arrivez pas? Non. Bon, ok, bah restez ici. L'homme n'en démord pas jusqu'à ce que Patrick s'en mêle. Et étonnamment... Vous pouvez sortir du véhicule? Ah, il a essayé, il avait du mal. Hein. Allez, vous allez sortir. Il a essayé. À l'extérieur, on va être un peu mieux. Non, mais bien sûr, on peut parler. Voilà, sortez plutôt, ouais. Voilà. Commencez par l'autre jambe. Putain, c'est chaud. Voilà, c'est ça qu'on n'est pas au top de sa forme pour conduire. Je sais très bien, je suis pas au fond. Le chauffard devient soudain très obéissant. Il accepte même de souffler dans l'alcotest. Allez-y, soufflez, vous arrêtez pas. Encore un peu. Encore un peu, c'est bon, monsieur. Tenez, avec votre main, prenez l'embout. Comment? Prenez l'embout, tenez l'embout. Enlevez l'embout. Tu veux? Ouais, tenez-le. Merci. Je sais, c'est bon. Positif. Je suis conscient. Sans surprise, positif. Il faut donc le conduire à la gendarmerie pour un deuxième test plus précis. Et là, ça coince à nouveau. Fermez le véhicule et on vous emmène. Et vous là-bas, vous téléphone. pouvez... Eh oui. Bah, la brigade, vous n'allez pas y aller en voiture. Donc on vous... On va faire la vérification du taux alcoolique. Sûr. D'accord. Prends la voiture alors. Pour l'instant, la voiture reste là. est immobilisée sur place. Mais bon, on va pas attendre la fin de la soirée, hein, je vous le dis. Hein. Oui, je pense qu'on va attendre. Non, je crois pas, non. Non. Bah, c'est comme ça, monsieur, on va vous faire la procédure. Non, monsieur, je suis correct. Je suis pas un brigand, vous êtes bien d'accord avec moi? Monsieur, vous comprenez que Vous étiez au au volant de votre voiture, vous avez conduit, vous avez même embouti la voiture devant. On a fracassé la voiture. Écoutez, en tout cas, monsieur, il veut faire un constat, il n'y a aucun problème. Non, ça marche pas comme ça, là. Mais donc vous allez nous suivre? Non, je vous suis pas. Patrick ne se laisse pas impressionner. Il a l'habitude de ses interventions sur fond d'alcool. Il veut marquer un peu son territoire, mais bon, ça marche pas comme ça. De toute façon, à un moment, il va falloir qu'il vienne avec nous. Donc là, c'est parce que la brigade arrive et qu'on temporise un petit peu. Sinon, on aurait dû... 45 condés, là, pour m'arrêter à moi. Un peu de respect avec nous, monsieur. On n'est pas des condés, on est des gendarmes. Ok, monsieur, moi je vous appelle monsieur. Bah, je crois pas, non. Monsieur. Donc vous voyez mes collègues là, ils sont là spécialement aussi pour vous. Donc, quoi qu'il en soit, à un moment. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tout va bien. Bah, parce que non, regardez. Vous voulez qu'on fasse ce constat? Il faudra pas moins de 5 gendarmes pour le convaincre d'être raisonnable. Moi, je vais partir à pied, alors. Alors, c'est soit vous venez avec nous, soit on vous force à venir. Monsieur, allez, monsieur, on y va. Montez parce que Allez. ça va pas le faire. Je vous jure, ça va pas le faire. Monsieur. Donc, Monsieur. vous allez tranquillement, on va y je aller. suivrai. Mais là, je vois là où il va. Mais il faut monter dans notre véhicule. Allez, on y va. Allez, j'y vais. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Allez. Allez, vous montez. Alors, quelle quantité d'alcool l'homme a-t-il ingurgité pour se mettre dans un tel état? Direction la gendarmerie la plus proche. Allez, entrez, je vous en prie. Allez. Bienvenue à Capestan. Bien sûr, bienvenue à Capestan. Même s'il est ivre, il sait sans doute qu'il risque son permis de conduire et une forte amende. Alors, il va tout tenter pour éviter ce deuxième test d'alcoolémie. Monsieur, c'est grave. Enfin, je sais pas. Je perds mon permis, je perds mon emploi, je m'en bats les... Enfin, non, je m'en bats pas. Non, je me doute bien. Allez, je vous laisse souffler de toute façon long. Je fais quoi avec? Vous soufflez. Non, je ne vais pas souffler, mettez-moi directement en prison. Vous refusez de souffler, monsieur. Je refuse. Calmez-vous. Vous voulez pas souffler? Ah non, non. Alors, je vous pose à la dernière fois la question. Je repose moi aussi. Monsieur, on va aller à l'hôpital. Non, mais c'est pas vous qui décidez. Ah si, c'est moi qui décide. Ou non? Non, Non, je décide. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Allez. Vous l'avez choisi. On va à l'hôpital et je Là, on va choisis. passer sur le bureau d'en face. En refusant de souffler, il est convaincu d'échapper à la sanction. Même s'il reconnaît volontiers avoir beaucoup trop bu. Alors, sincèrement, je pense que j'ai bu trop de verres. Je suis honnête. Hein. J'ai bu 2-3 verres. 3, 4 verres. Peu m'importe la dose de verre. Là, monsieur, ne soufflant pas, il s'expose à quoi? S'il refuse de se souffler, il va prendre le maximum. La peine maximum, c'est-à-dire une suspension, voire une annulation du permis, et jusqu'à 4 500 € d'amende. De quoi le faire réfléchir. Si là je fais, là je sais, je vais le faire. Je vais souffler. Vous avez soufflé là? Ah là, je vais souffler. Je vais souffler. Il n'y a pas de problème. Allez, là, tout droit. Avec son mon bras, on y va, on va souffler. Go. Pour rappel, il est interdit de conduire avec un taux supérieur à 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Pliez-vous si nécessaire, pliez-vous pour expirer, pliez-vous. Nickel. Voilà. 1 gramme 29. Voilà. On le sait. J'ai jamais dit que j'étais pas tordu. Hein.
Donc 1,29, c'est pas mal, monsieur. Vous avez quand même passé une bonne soirée, là. Plus de 5 fois la limite autorisée. Encore une fois, l'alcool a failli causer un drame dans la région. Oui, effectivement, ça fait un peu beaucoup, quoi. Mais bon, après, vu son état, de toute façon, on comprend très rapidement qu'il dit n'importe quoi, il répète les mêmes choses. Il est un peu pénible, mais bon. Le tout, c'est de rester zen. Voilà. Loin de comprendre qu'il a mis sa vie en danger, l'homme enchaîne les provocations. Ouais, bah arrête, j'ai rien fracassé, on est d'accord. Si vous avez fracassé la voiture devant la vôtre. Quelle voiture? Bah, vous l'avez pas vu? Si. Et alors, Alors, bah, quand même. personne n'est mort, non? Ah, bah, si vous le voyez comme ça. Mais bon, moi, si vous me cassez ma voiture, je serais pas super content quand même. Alors, sauf si c'était bien assuré. Je vais prendre, je sais pas combien de retraits, de permis ou bref, et je vais, malheureusement, je peux vous le dire sincèrement, je vais continuer à rouler demain matin. Vous pouvez m'arrêter. Ah, votre véhicule est immobilisé, là, hein, vous le savez. Non, mais ça, c'est pas mon véhicule de travail. J'ai d'autres camions. C'est pareil. Hein. Non. En fait, mais demain matin, il va bien falloir que j'aille travailler. Placé en cellule de dégrisement, l'homme comparaîtra dans quelques mois. Le quotidien pour Patrick et ses collègues. On doit rester calme, hein, on doit rester professionnel. Ça fait partie du métier. Les gens alcoolisés ne sont pas réputés très fins ni intelligents sur le moment. Donc ils perdent de leur lucidité. À nous de rester très calmes pour justement que ça se passe au mieux et puis qu'on puisse arriver à nos fins, c'est-à-dire emmener l'individu à se faire dépister pour justement la poursuite de la procédure. L'alcool qui complique le travail des gendarmes et qui leur demande parfois des trésors de patience. Au PSIG, il y a des alertes qui mettent les hommes aussitôt sous tension, lorsqu'une arme a été utilisée. Cette nuit-là, à Béziers, Julien, ce lieutenant de 40 ans, va encore une fois en faire l'expérience. On quitte Béziers et du coup on a 25 minutes, une demi-heure de route, donc voilà. À peine parti en patrouille, une urgence vient de tomber. Un groupe de jeunes qui fait une fête et il y aurait quelqu'un qui aurait exhibé un couteau, mais c'est très flou, les gens sont alcoolisés, donc comme d'habitude, hein, c'est toujours un petit peu... le requérant n'est pas clair, on n'a pas vraiment de lieu sur lequel la fête s'est passée. Ça serait plutôt milieu marginal, donc peut-être sur un squat, enfin on n'en sait pas plus. Une fête, une arme, un cocktail très dangereux. Après une demi-heure de route, le PSIG arrive dans ce petit village. Et sur place, Julien repère un homme aux allures de SDF sur le bord de la route. Le voilà. Autant te dire que là-bas, je pense que ça va être sympa. C'est bien l'homme qui a prévenu les gendarmes. Il est totalement saoul. Fais gaffe aux chiens là. Il explique être le propriétaire d'un jardin où a eu lieu la fête qui a mal tourné. C'est la demoiselle là qui a foutu de la merde. Mais ils sont là? Oui, ils sont là dans mon jardin. Comment il est celui qui a sorti le couteau? Celui qui gueule. Non mais d'accord, mais je vais pas le reconnaître celui qui gueule. Comment il est habillé? Une barbichette, une quarantaine. Non, mais il s'appelle comment? Tranquille, c'est un SDF. Oui, mais il s'appelle comment? Okay. Dans l'obscurité, sachant qu'un homme armé d'un couteau traîne dans le secteur, Julien avance prudemment. Prends le projo, tu m'allumes tout le monde là. Quand on arrive là, tu me fais un flash à tout le monde là. Ouais, c'est là. Attention au loup. Julien s'attend à tomber sur une fête entre jeunes, mais comme souvent, il va découvrir une situation bien différente. Bonjour, c'est la gendarmerie, vous sortez de votre bicoque s'il vous plaît. Il se retrouve face à 3 marginaux, 2 hommes et une femme. Comment vous appelez vous monsieur? Vous voulez monsieur? Vous parlez, comment vous appelez monsieur? Pourquoi vous voulez parler? Parce que vous faites une fête. Faut pas s'énerver. Mais nous non plus on s'énerve pas. Vous faites une fête, il y a un monsieur qui nous dit que ça s'est mal passé, donc on vient voir ce qui s'est passé. La discussion s'annonce tendue, mais pour faire retomber la pression, Julien a sa technique, l'humour. Et ce jour-là, elle va très bien fonctionner. Donc vous, c'est comment? C'est votre prénom, vous, monsieur? Bon, vous savez, Ah, vous savez, hein, c'est un peu tout, nous on est gendarmes. Vous voulez ma carte d'identité? S'il vous plaît, monsieur. Mais gardez vos distances, voilà, c'est bon, on n'est pas obligé d'être si proche. Pas de problème, c'est mon anniversaire aujourd'hui, on fait. Eh ben, bon anniversaire, monsieur. Il contrôle les identités avec un style bien à lui. Vous aussi, vous avez fêté votre anniversaire il n'y a pas longtemps, alors? Exactement. Mais t'es pas invité, hein? Il fallait venir, monsieur. Eh ben oui, mais vous m'invitez pas. Eh ben, écoutez, il fallait venir. Mais il n'oublie pas que l'un d'entre eux est sans doute armé d'un couteau. Le truc, c'est que le monsieur nous a parlé d'un couteau. Vous avez un couteau sur vous? Non, monsieur. Oui, mais là, est-ce que sur vous? Bon, est-ce que vous avez sorti un couteau à un moment donné? Il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose? Pas de couteau sur eux, une version qui va très vite changer. Tournez-vous juste, on vérifie qu'il n'y a pas de couteau, monsieur, on vous embête pas. Vous avez quoi? C'est quoi? Alors vous posez, mettez-le là, ok, d'accord. Ok. Un premier couteau qui sort d'une poche, et la fouille réserve une autre surprise. Non, pardon. Oui. Pardon. Ouais.
Non, mais. Oui, mais monsieur, quand on vous demande, dites-nous. C'est des couteaux, des gens qui ont des couteaux sur eux, c'est des gens qui... C'est pour manger. Voilà, c'est des gens qui vivent dans la rue. Et donc forcément, ils ont toujours un peu des couteaux sur eux, donc bon, voilà. Une fois les armes retrouvées, Julien tente de comprendre ce qui s'est passé. Le monsieur, oui, qui a sur le terrain qui lui appartient, il profitait de la jeune fille, genre pour la caresser. D'accord, ok. Et donc je lui ai dit, écoute, non. Et voilà. Et après, monsieur l'a mal pris. D'accord. Il est parti au musée. Ok, c'est ce qui s'est passé, madame? Exactement. Et vous voulez souhaiter déposer plainte sur ça? Vous l'avez pas déposé plainte? Attention de ne pas vous faire mal. Une dispute sur fond de querelle amoureuse. Julien le sait, le seul moyen de s'en sortir, c'est que chacun rentre chez soi. Je vais voir le monsieur. Et en premier lieu, le propriétaire du jardin. Vous prenez votre chien et vous y allez, il reste là, plus de contact et vous rentrez. D'accord? Parce que je pense que bon, il y a des torts de deux côtés là. L'homme, totalement ivre, accepte à une condition. Et là, on voit bien retrouver mes lunettes. Par terre, elles sont là-bas, regardez monsieur, vous voyez? Ah ouais. Des lunettes qu'il aura le plus grand mal à ramasser. Hop, hop, voilà, ça tangue, hein? Ah ben, c'est la première fois depuis 2 ans, depuis mon infarctus, que j'ai fumé le bédo et que j'ai bu de la vodka. Ah bon. Bon, mais n'abusez pas trop non plus. Hein. C'est le cœur de notre métier, ça aussi. Hein. C'est d'arriver sur des situations qui sont complètement ubuesques. Et voilà, donc comprendre les tenants et les aboutissants. Et quand il y a de l'alcool et un peu de stup, vraisemblablement, ça semble un peu complexe de dénouer. Mais avec un peu de discussion et un peu d'humour, on y arrive. Le risque d'une dispute semble écarté. Julien et ses collègues prennent congé. Eh, bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire quand même. Merci. Avant tout. Merci, mon ami. Vous restez là ou vous partez, vous? Non, moi je pars. Bon, eh ben mettez des chaussures peut-être, non? Vous me trouvez des chaussures? Allez, si vous voulez. Qu'est-ce que vous chaussez du combien? En avant, gang. Vous chaussez du combien? 40. Eh ben je dois avoir son stock. Eh ben on y va. Eh ben on y va. Allez, bonne soirée. C'est une bonne soirée, monsieur. Allez, au revoir. Chut, doucement. Allez, au revoir. Merci. Des bisous. Des bisous. Je te jure, je fais du stand-up, j'ai l'impression. Des interventions sur fond d'alcool qui mettent la patience des gendarmes à l'épreuve et les mobilisent de longues heures. Allez. Alors qu'ils ont aussi de vraies urgences à gérer. Ce jour-là, par exemple, à Valras, les habitants de la région vont échapper de justesse à une catastrophe. Grâce à Gilles, 52 ans à gauche, et Laurent, 44 ans, qui partent pourtant pour un banal contrôle routier. On a un secteur assez large, c'est important. On essaye d'être visible et on sait qu'on va pas rester longtemps, 10 minutes. Hein. On va être signalé. On va être signalé, mais au moins on se visible, on fait un petit contrôle. Comme à chaque fois, ils arrêtent les conducteurs au hasard et vérifient leurs papiers. Tout est en réglé, oui. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Mais très vite, l'un d'entre eux les interpelle. Bonjour. J'ai l'impression qu'il y a un début d'incendie. Oui. De quel côté de la route quand on vient? Sur la droite? D'accord. On va aller jeter un coup d'œil. Merci beaucoup, messieurs, dames. Un départ de feu, le genre de choses que les gendarmes prennent très au sérieux dans la région. Attisés par des vents violents, ils peuvent très vite ravager des centaines d'hectares. Nous sommes en novembre, mais ici dans le sud de la France, il fait encore très chaud. C'est encore très sec, d'un peu plus le vent, on peut avoir très rapidement des dégâts importants. Hein. Quelques kilomètres plus loin, ils repèrent ces fumées dans un champ. Sur place, comme ils le craignaient, les flammes gagnent rapidement du terrain. On appelle les pompiers, parce que là, il n'y a personne qui est présent. Il y a un peu de vent, et avant que ça prenne de l'envergure, on va quand même assurer. Gilles vit dans la région depuis toujours. Il pense aussitôt à un écobuage, des vignerons qui brûlent volontairement les mauvaises herbes pour fertiliser la terre. Expérience, ça ressemble à un écobuage qui se fait en cette saison. Et bien sûr, les gens ne restent pas sur place, ou souvent ils sont sur place, mais quand ça se propage, ils ont peur et ils prennent la fuite. Habitués à ce genre d'alerte, les pompiers sont sur place en un temps record. Heureusement, car l'incendie est déjà impressionnant. Avance. Quand on est arrivé, on n'avait rien là. Ouais, ça monte vite. Ça monte vite avec le vent. Les pompiers doivent attaquer le feu sur plusieurs fronts. Dès qu'ils éteignent les flammes d'un côté, elles repartent de l'autre. Hop. Il fait chaud, ouais. Quand on passe là au milieu, ouais. Ça chauffe un peu, ouais. Il me disait que c'était ça fait 10 jours là qu'ils font que ça.
Ah, et puis pas... Regarde, là, putain. Ça vient de démarrer juste devant vous, là? Ouais. Mais avec le vent... De leur côté, les gendarmes commencent leur enquête. Qui est responsable de ce départ de feu? S'agit-il d'un écobuage ou d'un incendie criminel? Gilles repère un témoin qui peut peut-être les renseigner. On va aller voir de l'autre côté. Il y avait un tracteur. Il est au bout, le tracteur, là-bas. Au bout, là-bas, ouais. Un agriculteur présent sur place et qui connaît sans doute le propriétaire de la parcelle en feu. Bonjour, monsieur. C'est votre champ, là, par là-haut? Il n'y a pas une vigne à côté, là? Si, mais il n'y a personne à côté. Du coup, comme ça prend une certaine ampleur, on a appelé les pompiers, nous. Mais c'est pour voir si ça appartient pas à quelqu'un du coin. Parce qu'il y a des chevaux là-bas derrière. Je sais pas. D'accord. Mais c'est... D'accord, ok. Raté, mais heureusement, dans chaque commune, les gendarmes peuvent compter sur des alliés bien informés. On a appelé la police municipale pour identifier les parcelles. Les policiers municipaux connaissent le secteur comme leur poche. Au cadastre, il y en a 3 en gros qui sont impactés. Ouais. Enfin, je pense, après, est-ce que c'est le même propriétaire ou pas? Il est parti de là en fait. Ouais, de l'angle en bas là. Donc c'est sûrement ce propriétaire-là qui a voulu faire de l'écobuage pour ces vignes-là. Ouais, je m'occupe de ça, ouais. Allez. Si le propriétaire est en cause, il sera poursuivi pour ne pas avoir fait les choses dans les règles. En principe, il faut appeler les pompiers pour dire qu'on va faire un écobuage sur tel terrain, etc. Et puis le faire le jour où il n'y a pas de vent. Donc souvent les pompiers, ils ont connaissance avec la météo et ils incitent les gens à dire non, voilà. Mais au moins on le déclare. On dit voilà, je vais faire un écobuage sur mon terrain. Voilà. Et surtout, on reste sur place. Et si on vient être débordé, ce qui peut arriver, eh bien on appelle. Hein. Mais il y a aussi une autre piste à explorer, l'incendie criminel. Un pyromane qui aurait mis le feu volontairement. Il y a un autre départ de feu de l'autre côté. Ça n'a pas l'air très naturel tout ça, donc je prends des photos pour figer la scène et puis faire des constatations s'il y a besoin par la suite. On va voir si c'est un départ criminel ou quoi que ce soit. De prendre des photos, ça peut servir. Et dans ce genre d'enquête, les gendarmes s'intéressent à tous ceux qui traînent dans le secteur, comme ces 3 jeunes, en 2 roues. Au début, c'est pas dit ou pas? On vous a vu dès que vous êtes arrivé. C'est par curiosité que vous êtes venu. Ouais, voilà. Gilles relève leur identité au cas où. On sait souvent que le pyromane en revient sur les lieux pour profiter du spectacle. Donc voilà, on a relevé les identités. Si le propriétaire nous assure que c'est lui qui a mis le feu au départ, c'est terminé, quoi, voilà. Mais c'était une simple vérification. Quelques jours plus tard, le propriétaire du champ affirmera ne pas être à l'origine du feu. Il s'agirait donc d'un incendie criminel. Heureusement, grâce aux gendarmes, cette fois, il n'aura pas fait de gros dégâts. Pour ces gendarmes de terrain, à Béziers comme partout en France, il faut s'attendre à tout. Voilà pourquoi, régulièrement, ils s'entraînent à faire face aux menaces les plus graves. 2 fois par an, ils s'entraînent au tir. Ce jour-là, c'est au tour de Marie, maréchal des logis-chefs de 35 ans. Au programme, tirer en reculant ou tir de riposte. Plus difficile ensuite, le fusil mitrailleur pour pouvoir se défendre en cas d'attaque terroriste par exemple. Vous avez le temps. Une arme beaucoup plus encombrante, sans parler du casque. Ah ouais, c'est super lourd. C'est lourd, on n'est pas forcément habitué, donc le casque. C'est compliqué. On a le casque qui bouge avec le casque pour les oreilles qui bouge avec le casque. Protection, Un équipement qui peut lui sauver la vie. Alors ces difficultés, Marie doit savoir les gérer. Elle peut devoir faire feu à tout moment, même si en 14 ans de carrière, elle n'a jamais dégainé son arme. Non, heureusement. Non. On se prépare à chaque fois, mais heureusement, non. On croise les doigts pour que ça arrive jamais. Donc c'est indispensable. Indispensable, bien sûr. Oui, oui. En plus, les tirs sont super intéressants. On lui dit que on n'est pas juste sur le pas de tir, on tire sans objectif, là, on progresse. Ça colle plus à la réalité, à ce qui peut malheureusement un jour se passer, quoi. C'est pas un simple tir comme on faisait il y a 10 ans. Là, c'est vraiment presque ludique, on va dire.
Un entraînement ludique, mais dès le lendemain, Marie va devoir courir après des malfaiteurs armés, et bien réels cette fois. En ce moment, un gang de braqueurs écume la région. Leur cible préférée, les commerces. Boulangerie, tabac ou supérette, ils surprennent leurs salariés au petit matin ou à la fermeture et font main basse sur la caisse en quelques minutes. Voilà pourquoi Marie ne sort jamais sans protection. Vous êtes sûr, vous dites ouais, à chaque fois, ouais. Sur chaque patrouille, même sur une liaison, peu importe, toujours vigiler. Ouais. Ce matin-là, justement, un supermarché de la région s'est fait braquer à l'aube. Alors, on est appelé sur un braquage sur la commune de Nissans-les-Ancérunes et du coup, on va grenouiller dans la commune et aux environs des faits pour essayer de trouver les auteurs des faits ou des éléments permettant d'identifier les auteurs des faits. C'est deux hommes cagoulés, chaussures noires, pantalons bourrés. Ils ont braqué avec 2 petits pistolets noirs, ils ont pris 1 000 € dans le coffre. 1 000 € dans le coffre, plus 1 500 € dans les caisses du magasin. Le tout en moins de 5 minutes. Pour Marie et son collègue Aurélien, pas question de laisser 2 hommes armés semer la terreur dans la région. Après 10 mètres, vous êtes arrivé. Votre destination sur la gauche. Voici le supermarché visé. D'autres gendarmes sont déjà sur place. Ils ont interrogé l'employé du magasin qui s'est retrouvé face à face avec les malfaiteurs. Alors bien sûr, elle est sous le choc. Il attendait apparemment, la gonzesse. Donc elle est arrivée à 6h15, 6h20, elle s'est garée. Et dès qu'elle est sortie de sa bagnole, dès qu'elle s'est pointée vers là, Ah oui, les deux mecs qui l'ont sauté dessus, armés sur la nuque, et tu fais ce qu'on te dit. Ah oui, d'accord. Ouais. Elle est pas trop choquée quand même. Elle était quand même choquée, Ouais. au fond du magasin et tout. Ils sont partis par là-bas, Ils sont partis par la petite porte. À chacune de ces attaques, c'est une enquête minutieuse qui commence. Avec tout d'abord un travail de porte-à-porte pour interroger les habitants du quartier. Tu fais tout le voisinage, tu prends du carrefour là, d'accord? Tu prends le carrefour, peut-être qu'il y a une gars, tu mets tout en rond-point. Ok. Tu reviens, tu fais toute la rue là. D'accord. L'attaque a eu lieu à 6h du matin. Alors bien sûr, la plupart des riverains dormaient, à point fermé. Bonjour, c'est la gendarmerie. On voulait savoir si vous aviez entendu quelque chose. Il y a eu un braquage ce matin tôt au Franprix. Et du coup, on fait un tour pour voir si vous avez entendu quelque chose ou vu quelque chose. Ah, ce matin, mais on a rien entendu. Vous avez rien entendu? Cette nuit? Oui, là, ce matin, en fait. Non, vous avez rien entendu? Ok. Mais Marie et Aurélien vont exploiter la moindre piste, comme celle-ci. Quand vous allez au bout, vous avez un ruisseau. D'accord. Vous pouvez descendre et ça vous donne dans les petites rues du village. D'accord. Et vous avez un ruisseau qui vous amène aussi jusqu'au stade. Mais je vous remercie en tout cas. Bonne journée, au revoir. Un chemin par lequel les braqueurs se sont peut-être enfuis. Aurélien l'emprunte à la recherche de la moindre trace de leur passage. Je regarde si les auteurs, dans leur fuite, ils auraient pas jeté un indice, un objet, tout ce que je peux voir qui pourrait sortir un peu de l'ordinaire, qui a l'air assez récent, quoi. Alors après, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais... Là, c'est à l'instinct. Aucun indice à se mettre sous la dent. Mais Aurélien repère un détail qui aide souvent les gendarmes dans leurs enquêtes. Ah, il y a une caméra, là. Ah, bien. Si jamais ils sont sortis par là et qu'ils ont pris un véhicule, ouais, on peut espérer avoir de la chance, hein. Si jamais elle a filmé. Elle tourne en plus. Ah, allez. Content. Faut se mettre dans la tête des voleurs, hein. Parce qu'ils n'ont pas caché la voie de la sortie, elle donne derrière, ça donne sur un parking. Parce qu'ils sont à côté, là. Est-ce qu'ils n'ont pas caché une voiture là? Ils sont barres à pied, ils ont pris la voiture. S'ils ont un peu de chance, soit ils sont partis en voiture, la caméra les filme, soit ils sont à pied et la caméra les filme aussi. Il faut espérer qu'ils soient sortis par là. Les images des caméras de la ville seront examinées à la loupe par les gendarmes. Il y a un petit escalier, ça ressort à la place Émile Barthes, juste là derrière. D'accord. Et t'as une caméra là à l'angle. Mais en attendant, comme à chaque fois, c'est une équipe spécialisée qui arrive sur place et qui prend le relais. La cellule d'identification criminelle. Elle va passer le supermarché au peigne fin. La cellule d'identification criminelle de Montpellier qui est arrivée, donc pour relever des indices sur les lieux, éventuellement des empreintes, de l'ADN et des choses comme ça. Et ensuite, ce sera envoyé en base pour comparaison et pour éventuellement identification de nouveau des auteurs des faits. Une enquête longue et minutieuse qui prendra sans doute de longs mois. Mais dans quelques heures, une autre intervention particulièrement sensible va mobiliser les hommes de cette compagnie. Dans la vie d'un gendarme, il faut parfois gérer de terribles urgences, lorsque la vie d'un homme est en jeu. 22h à Béziers.
Vincent, ce commandant de compagnie, sait déjà qu'une soirée mouvementée l'attend. Une alerte inquiétante vient de tomber. Ce monsieur est parti depuis 14 heures avec son fusil et apparemment, oui, on a le véhicule, il est parti avec son propre véhicule, donc c'est pour ça qu'on va d'abord s'attacher à trouver le véhicule. Ah non, il n'y a rien, il a laissé tous les éléments connectés, que ce soit la montre connectée, le téléphone, il n'y a absolument rien du tout. Un homme a disparu depuis plusieurs heures, laissant derrière lui toutes ses affaires. Impossible donc de le géolocaliser, il a seulement emporté son fusil. Visiblement, en laissant à son domicile des éléments qui laissent à penser qu'il va mettre fin à ses jours, il a pris effectivement un fusil et des cartouches en abandonnant des objets personnels. Mais j'espère vraiment qu'on va le retrouver. Armé, l'homme pourrait être dangereux pour lui ou même pour les autres. Il faut le retrouver le plus vite possible. Et cela s'annonce compliqué. On est en pleine montagne pour le moment. Et il fait nuit. On y va, Julien ? Une battue en pleine montagne et de nuit. Pour cette opération d'envergure, Vincent mobilise tous ses hommes. Notamment l'équipe de Julien. Rémi, vous allez avec le commandant ? Tu conduis du coup ? Julien et ses hommes font partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Une unité rompue aux opérations délicates. On va déjà voir si on a un point de départ, si on a un véhicule. Et à partir de là, une fois qu'on aura certains éléments, on va pouvoir éventuellement chercher dans les bois, dans les zones boisées, dans les zones dans lesquelles la personne pourrait se trouver. C'est dans les premières heures qu'on peut retrouver les personnes assez rapidement, donc ça se joue maintenant là. Ça, c'est la personne qu'on cherche. Ok, attends, je vais faire la photo. Hop. Donc il a 60 ans et quelqu'un l'aurait fait partir vers la montagne. En voiture ? Ouais, on a l'immatriculation. D'accord, ok. Vincent, Julien et leurs collègues pourront aussi compter sur l'aide de ce maître chien et de son animal entraîné à la recherche de disparus. Les gendarmes vont tout tenter pour éviter un drame, mais ils se préparent aussi à une issue tragique. Et on peut penser à une personne qui aurait voulu ne serait-ce que un peu prendre l'air et si c'est perdu, et sur le spectre le plus négatif, qui se soit suicidé. C'est surtout ça la crainte pour nous là, parce que y a une vie sans doute en jeu là-dedans. Hein. Typiquement, on est dans le cœur de notre métier là, qui est d'aller aider les gens en fait. Hein. Notre seul objectif, c'est de porter secours à la personne si elle en a besoin en fait. Hein. C'est ça. Hein. L'homme habite à 60 km de Valras, dans ce village de moyenne montagne. Les gendarmes installent leur poste de commandement à la mairie. Et Vincent interroge ses proches à la recherche du moindre indice. Madame, votre époux est parti depuis combien de temps maintenant ? Entre 1h30 et 7h. Ok. Ce qu'on va vous demander dans un premier temps, c'est d'aller voir le maître de chien pour récupérer un objet qui appartient à votre époux. Parce qu'en fait, pour nous, c'est une piste une fois qu'on aura retrouvé le véhicule. On est sûr qu'il manque une arme au domicile. D'accord. Ok. Il garde son basket pour aller chasser. D'accord, je comprends. En plus, aujourd'hui, c'est le jour de chasser aujourd'hui. Le mardi, la chasse est fermée. D'après ses proches, l'homme souffrirait régulièrement de dépression. Vincent doit agir vite. Il répartit les zones de recherche. Je veux qu'on baptise d'abord le village dans un premier temps, pour voir si le village n'a pas le véhicule quelque part. Donc une première équipe sur le village. Le village, secteur 1. Ensuite, reconnaissance, 2 équipes qui vont monter de chaque côté. On me reconnaît cet axe-là, d'accord ? Sachant qu'il y a une dame quand même qui l'a vu partir avec le papa. Dans quelle direction ? D'accord, ok. Le disparu est un chasseur, il connaît parfaitement le terrain. Les gendarmes vont avoir besoin de ses proches pour ses recherches. Julien, mission pour toi. Partir du parking. Oui. Je veux qu'on remonte cette piste qui revient par le haut ici et qui rejoint la route au niveau de la tour sur arbre, ok ? Nous, on le connaît par cœur, la montagne. Au cas échéant, ça gêne pas qu'il y ait quelqu'un qui peut monter avec vous, il n'y a pas de problème. On conseille parce que là, ouais. Oui, il n'y a pas de problème, on vous en va. Il y a des accès qui sont cachés. Les accès cachés. Ouais, oui, il connaît ça. Moi, je vais pas. Il vient avec moi. La piste, je connais par cœur, mais c'est le cul-de-sac. Ok, allez, en avant. En pleine nuit, gendarmes et chasseurs unissent leurs forces. On y va ? Allez, montez monsieur. Même si ces gendarmes sont habitués aux situations délicates, la tension est palpable. Et ils ne cachent pas leurs émotions. On espère qu'on va retrouver le véhicule. Et puis il nous mènera au monsieur, en espérant que ce monsieur n'ait pas commis l'irréparable. Les circonstances montrent une certaine détermination. C'est un monsieur qui présentait un profil psychologique fragile, qui a laissé sa montre connectée, son téléphone, des éléments qui montrent qu'il n'a pas envie d'être retrouvé par la technologie. Et puis, de manière très symbolique, ses alliances. Je pense qu'on a quand même quelques éléments qui sont quand même forts. On pense effectivement tout d'abord à la famille,
à cette dame qu'on trouve ce soir dans une situation que personne ne souhaiterait vivre. Et on met tout en œuvre pour essayer vraiment de retrouver cette personne. Et effectivement, c'est automatiquement quelque chose qui touche, parce que nous, on est sur de l'humain. C'est quand même l'essence de notre métier. On est là pour aussi sauver les gens, pour les rechercher, pour faire en sorte que tout le monde rentre chez soi en sécurité le soir. L'attente commence et elle va durer plus d'1 heure. Jusqu'à cet appel de l'une des équipes qui patrouille dans le secteur. Je vous prie d'excuser. Elle vient de faire une découverte. Oui, allô? Vous avez trouvé le véhicule, où ça? C'est la dernière piste à gauche avant le parc éolien. J'ai mis un coup de lampe de loin, comme ça je vois pas de silhouette. Voilà. Regardez s'il n'est pas couché sur le siège. J'envoie les restes des équipes, à tout de suite, merci. Bon, le véhicule est vide de tout occupant. Cette voiture vide, retrouvée en pleine montagne, va devenir le point de départ des recherches à pied. Toutes les équipes sont mobilisées. De Lima 5 aux unités engagées sur la recherche, le véhicule vient d'être retrouvé. Vous convergez sur le poste de commandement. Vincent, l'équipe de Julien et le maître chien partent sur place. Et tous gardent en tête les consignes de prudence. On va regarder dans la voiture avec le chien. Le problème, il faut déterminer s'il y a le fusil ou pas. Ça veut dire que sinon, on a le fusil dans la nature aussi. On fait travailler que des militaires, on ne fait pas travailler de civils si l'arme n'a pas été retrouvée. On va rechercher une personne, mais on n'oublie pas que derrière, il y a un fusil. Donc le but, c'est d'aller sauver la personne si besoin, de la retrouver et de la sauver si besoin, mais aussi, nous, de faire attention, de se protéger. Allez, action. Tu montes là-bas. Allez, on embarque. Julien et ses hommes rejoignent une zone difficile d'accès. La route se transforme en chemin, de moins en moins praticable. C'est là, hein. C'est là. Allez. Vas-y, pousse au fond là. Hop, pas trop loin. Voilà. Et là, il y a un trou. Vas-y, arrête, c'est bon là. Elle est où la voiture du coup? Alors là, il y a à peu près 150 mètres de piste. Hein. D'accord. C'est un cul-de-sac. Ok. Je mets un trinôme. À partir de là, Maëva, tu prends le Projo, tu viens avec nous. Le maître chien devient le meilleur atout des gendarmes pour retrouver le disparu. Ventre à terre, l'animal s'élance sur le chemin. Vu l'obscurité, vu le brouillard, c'est vraiment lui qui sera à nos yeux pour ce soir pour retrouver le monsieur. Au milieu de la nuit, les gendarmes découvrent la voiture abandonnée. Véhicule en vue. Et l'information qu'ils craignaient se confirme. Il n'y a pas le fusil. Hein. L'homme a emporté son arme. Les gendarmes doivent s'attendre à tout, y compris à un coup de folie. Il y a du bruit là-bas. Viens. La tension monte d'un cran. Envoie ton Projo là. Allez-moi toute la zone. C'était peut-être une bête, mais... Fausse alerte. Pendant ce temps, le chien entre en action. Assis. Dans la voiture, il renifle l'odeur du disparu. Cherche. Et presque aussitôt, il semble suivre une piste. On va essayer de travailler, regarde, ça part. Allez. Et à quelques mètres de là... Il est là. Comme les gendarmes le redoutaient, l'homme semble avoir mis fin à ses jours. Vous touchez à rien, les enquêteurs arrivent. Une enquête devra confirmer l'origine du décès. Une vive émotion se lit sur les visages des gendarmes. On part sur une recherche, on s'attend au pire. Forcément, on y est confronté, on pense au monsieur, on pense à sa famille. Bien sûr, ça affecte, hein. On en reste des hommes et des femmes. On se met à la place des personnes, ça aurait pu être notre père, notre frère, notre oncle, et forcément, on pense à ça. Maintenant, on prend le recul nécessaire sur chaque opération pour ne pas trop y laisser, mais forcément, on en garde toujours un petit peu quelque chose, et ça nous affectera toujours ce genre de situation.